quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Il parle de vous, là. Oui, je sais bien, mais ça ne m'a pas échappé. On n'a pas besoin d'être méprisant pour être convaincant. Il a parlé d'ailleurs à propos de l'agroécologie d'une pensée des bobos. Je pense que c'est une parole d'expert, me semble-t-il. Mais c'est plutôt pathétique. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est pathétique que quelqu'un de ce niveau, et avec l'expérience qu'il a eue, puisse traiter des sujets qui conditionnent tout ce qui a de l'importance à nos yeux d'une manière aussi méprisante. Je suis venu avec Eva Joly pour parler d'Europe. Gagner dans la société française, c'est de reprendre, si on veut, la joie, la facilité. Séquence souvenir, conférence de presse. Danny Cohn-Bendit et José Bové présentaient la candidature à la présidence de 2012 de Madame Eva Joly. Dans le programme d'Eva Joly, il y avait cette proposition. La reconversion en agriculture biologique ou écologique du pays de France pouvait créer 500 000 emplois sur le territoire. C'est une remodélisation de tout le territoire. C'est réorganiser la ruralité, l'habitation. C'est rendre donc sa vie sociale, son emploi à la ruralité. C'était dans le programme d'Eva Joly en 2012. Ça n'aura séduit que 2,3% des Français. C'est pourtant une véritable vision de société. C'est rééquilibrer la ville et la campagne. Et c'est rendre à la terre ce que chaque peuple lui doit. Et à chaque peuple son autonomie alimentaire. José Bové, à l'arrière-plan, derrière Eva Joly, est parlementaire européen, ingénieur agronome. Il a été directeur régional à l'INRA, Institut national de recherche agronomique français. Syndicaliste paysan à la Confédération paysanne, il défend un modèle d'agriculture familiale, naturelle, écologique. Il crédibilise ce modèle d'agriculture. Il y a un débat qui est qu'une majorité des Français et une majorité de ceux qui se reconnaissent dans Europe Écologie veulent en finir avec cette majorité de droite. Ils veulent qu'au soir du deuxième tour, Nicolas Sarkozy soit battu. Ils veulent qu'au soir du deuxième tour des législatives, il y ait une nouvelle majorité à l'Assemblée. Ils veulent que dans cette nouvelle majorité, il y ait un groupe conséquent d'Europe Écologie. Tout à l'heure, il a été posé la question du sondage sur Eva. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je me rappelle des européennes. Et je me rappelle que pendant les européennes, tous, tels que vous étiez, vous aviez suivi l'article du journal du dimanche qui était « Dany, c'est la campagne de trop ». J'étais à 5%. Il est vieux, il est fini, il n'a plus rien. Ouais, je sais qu'on n'a fait que 16%, hein, et qu'on était à un chouïa du Parti Socialiste, et que pour un vieux, c'était pas mal. Hein. Donc je veux dire, ces moments qui correspondaient sûrement à un moment de l'image que j'ai pu donner. Et je ne veux pas dire que ce qu'il y a dans ce sondage soit quelque chose, c'est pas une image que donnait Eva. Je dis c'est pas Eva, c'est une image. Elle a fait des erreurs, nous avons fait des erreurs. Mais justement, la journée d'aujourd'hui, c'est pour dire on est capable de corriger nos erreurs. Nous voulons expliquer, nous voulons être pédagogiques. Une élection présidentielle, à la fin, c'est une élection où les électeurs et les électrices rencontrent une personne. Dans la campagne qui s'annonce, est-ce qu'on va simplement, se projeter d'une manière hexagonale ou on va tenir compte du monde tel qu'il est? Il faut voir le monde qui nous explose à la figure. On paye comptant nos reniements, nos renoncements, nos aveuglements. Il y a un moment ou un autre, il faut que la France comprenne qu'on vit dans un monde avec des trajectoires, des dynamiques qui parfois nous échappent et qu'on ne peut pas simplement reproduire en permanence les mêmes erreurs ou s'entêter notamment sur des modèles économiques qui ont fait leur temps mais qui ne sont plus la solution. L'écologie est-elle un combat qui n'a pas de frontières, au sens
où il s'agit du réchauffement climatique, de la préservation des sols fertiles. En France, nous couvrons un département tous les 7 ans sous le béton. Et il faut 2000 ans pour que naturellement un sol fertile se crée. À l'est de Lyon, l'OL Group a fait construire, avec toutes ses infrastructures, son nouveau stade sur 150 hectares de terres agricoles fertiles et naturelles. L'amitié entre les grands patrons et Nicolas Sarkozy a sans doute facilité ces choses-là. Le fait d'accueillir l'Euro 2016 a favorisé la construction et la réfection des stades. Cela au sortir de la crise mondiale historique boursière de 2008. Ce rythme des affaires, cette façon de produire et de vivre la vie, de détruire les sols agricoles, de détruire les zones naturelles comme à Notre-Dame-des-Landes ou au barrage du Sivins, n'interroge-t-il pas? Ce petit dessin animé, NDDL, embarquement pour l'absurde, voulait exhorter les populations nantaises concernées par le référendum à voter non à l'aéroport Grand Ouest. L'histoire commence à Nantes. Là, il y a un aéroport, un gros, qui dans 15 ans accueillera 6 millions de passagers par an, avec des tas d'avions de plus en plus gros eux aussi. C'est pratique, mais il paraît qu'il est saturé. Enfin, il paraît. Admettons. Au pire, on pourrait l'agrandir. Ça coûte 250 millions d'euros maximum, mais c'est le gestionnaire privé de l'aéroport qui paye et pas le contribuable. Tout est là. On a vérifié, c'est faisable. Ou alors on pourrait construire un autre aéroport à partir de rien. On irait le mettre plus loin, enfin un peu. À 30 km au nord de Nantes, à Notre-Dame-des-Landes. Là, il y a des terres agricoles cultivées depuis des générations, avec des gens donc, qui bossent, à qui on demande de partir. Si, on leur a demandé. Comme un bon exemple de démocratie participative. Bon, mais il n'y a pas que des gens. 98% de la surface prévue est classée zone humide. C'est un peu utile, les zones humides. Ça dépollue l'eau, ça limite la sécheresse ou les inondations. Ça stocke le carbone et ça abrite une biodiversité exceptionnelle, dont plus de 100 espèces protégées. C'est tellement utile que la loi européenne dit que si on les détruit, on doit compenser en les recréant ailleurs. Recréer artificiellement une telle biodiversité, c'est pas facile. On n'a pas encore trouvé comment faire. Il n'y aurait que quelques individus de 5 espèces protégées sur les 100 présentes qui s'en sortiraient à peu près. Ah oui, et puis ça coûte au moins 560 millions d'euros, dont près de la moitié à notre charge. Comme ce projet traîne depuis 1963 et qu'on ne s'en sort pas, on a finalement décidé qu'on allait demander leur avis à toutes les personnes concernées qui vont payer pour ce projet. Enfin, presque toutes. Parce qu'il n'y a que le département Loire-Atlantique qui pourra voter. Pour résumer, on a le choix entre agrandir un aéroport existant ou en construire un nouveau qui coûte plus cher, surtout pour nous, sur des zones humides et des terres agricoles, en balayant par la même occasion tous les engagements d'exemplarité écologique signés récemment. Alors, vous préférez quoi ? Ségolène Royal, après le référendum approuvant la construction de l'aéroport Grand Ouest à Notre-Dame-des-Landes, répond aux questions des journalistes. C'est définitif, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va être construit ? Alors la procédure va continuer. Je crois qu'il y a eu un vote, une consultation démocratique, comme le président de la République d'ailleurs s'y était engagé. Donc maintenant, la procédure doit se poursuivre. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que et je crois que c'est ce que partagent tous les habitants du secteur, c'est que ce problème a duré beaucoup trop longtemps, trop de tensions, trop de violence, trop d'obstination de part et d'autre, et qu'on doit en tirer les leçons. Vous savez que moi, je tiens beaucoup à la démocratie participative et je vous annonce que l'ordonnance sur la participation du public aux décisions qui ont un impact sur l'environnement, qui a fait l'objet d'un travail très approfondi au sein du Conseil national de la transition écologique que je préside, autour des travaux d'Alain Richard, est prête, sera envoyée au Conseil d'État. Le président de la République l'avait promise lors de la conférence environnementale et elle sera adoptée prochainement au Conseil des ministres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour faire que plus jamais ces mécanismes de blocage, de violence. On est dans un pays qui est capable, je crois, de réconcilier le développement économique et l'environnement, qui est capable de respecter les citoyens, qui est capable de faire dialoguer, qui est capable de mettre sur la table les vrais chiffres, des vrais projets, pour que les décisions soient prises dans l'intérêt général et le plus judicieusement possible. Vous avez une patate chaude, là ?
Je ne qualifierais pas le sujet de cette façon-là. Je pense que c'est un enjeu important qui doit être traité avec sérieux, avec détermination. Une seule piste? Vous aviez, en mois d'avril, dit, voilà, j'ai reçu un rapport qui montre que le projet est surdimensionné, une piste suffira. Écoutez, à une époque, oui, je pense que j'avais fait cette proposition, d'ailleurs à la suite d'un rapport très, très argumenté qui aurait permis de concilier, je crois, ce qui paraissait inconciliable. C'est pas le choix qui a été fait. Donc maintenant, moi, je vais plus faire de commentaires sur ce qui se passe maintenant, je vous l'ai dit, puisque ça relève du ministre de l'Intérieur pour évacuer le site et pour commencer. Et du président de la République, tout de même. Et du Premier ministre. Le président de la République s'est engagé à ce qu'une consultation soit faite. Elle a été faite. Il s'est engagé à ce que les réformes soient faites de façon très approfondie sur la consultation du public aux décisions qui concernent les grandes infrastructures. Je viens de vous dire que c'est fait, donc cette ordonnance part cette semaine au Conseil d'État et donc sera adoptée au Conseil des ministres. Je crois qu'on va rentrer dans une nouvelle ère mature de conciliation entre l'environnement et l'équipement du pays. Est-ce que ça ne vous trouble pas? Est-ce que ça ne vous trouble pas quand même, alors que vous êtes en train de faire voter une loi sur la biodiversité, de voir qu'avec l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, c'est une zone importante pour la biodiversité qui va être détruite? Mais écoutez, ce débat, il a déjà eu lieu. Donc maintenant, on en est dans un nouveau processus. Donc je vous l'ai dit à l'instant. Il n'y a pas de contradiction. Écoutez, les choses sont très simples. Ce débat a eu lieu. Le vote a été fait. Le Premier ministre s'est engagé à faire évacuer le site et à commencer les travaux. Donc voilà, il lui revient la responsabilité, avec le ministre de l'Intérieur, de mettre en application ce qu'il a dit. Et en ce qui me concerne, je ne veux plus que des blocages de ce type existent dans un pays comme la France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mené à bien cette réforme qui avait été promise. Et donc l'ordonnance sera prochainement adoptée, ce qui permettra au public, aux citoyens, y compris avec des initiatives citoyennes, d'être informés, associés beaucoup plus en amont, parce qu'une société adulte, une société mature ne peut pas se permettre des mécanismes de blocage comme celui de Notre-Dame-des-Landes qui durent depuis plus de 10 ans. Qu'en disent les plus intéressés professionnellement? Inutile, répond au contraire un collectif de 200 pilotes de ligne. Pour eux, pas besoin de construire un nouvel aéroport, il suffit d'agrandir l'aérogare existante. Nantes Atlantique a une structure qui peut absorber jusqu'à 35 à 40 avions à l'heure. Sur les grands pics saisonniers, il y a 140 ou 150 vols à la journée. Rapporté sur une tranche de 8 heures, c'est même pas 20 avions à l'heure. Donc il y a un potentiel formidable, une grande piste. Donc pour vous, pas de saturation? Pas de saturation. Non, la saturation est une vue de l'esprit. Bonjour. Vous intervenez sur l'antenne d'Europe 1 en Europe Midi en tant que président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous acceptez le résultat de ce référendum? Vous étiez opposant à l'aéroport. Est-ce que vous en acceptez le résultat? Écoutez, on ne peut pas demander d'aller voter et puis si après le résultat ne nous plaît pas, ne pas en tenir compte. Moi, j'en prends acte. Je suis profondément attristé parce que je vois que cette espèce de rouleau compresseur d'artificialisation des sols, de destruction de la biodiversité ne s'arrête jamais. Je suis triste de la décision, je comprends les arguments des uns et des autres, mais je crois qu'on n'a pas réalisé quelle est la situation environnementale du monde. Et surtout, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on en arrive là à un tel degré de violence et d'opposition. Et c'est une démonstration que la démocratie participative ne fonctionne pas dans notre pays, simplement parce qu'elle est souvent un habillage. C'est-à-dire qu'on consulte les gens une fois que les décisions sont prises, et en fait, on leur demande simplement de valider des décisions. Chacun sait que ce référendum a été fait en dépit du bon sens, qu'il a été fait sur un territoire qui n'est pas représentatif. C'est l'aéroport du Grand Ouest. Économiquement, ce sont plusieurs régions et plusieurs départements qui participent à aller faire une consultation plus large. J'ai été le premier à dénoncer que le périmètre de ce référendum n'était pas suffisamment représentatif et qu'il, quitte à avoir une sortie par le haut, il fallait faire un référendum en bonne et due forme. Ça, je le pense, légitimait encore plus la décision. Mais enfin, ce référendum a été fait. Il a été massivement voté pour le oui. Au gouvernement maintenant de prendre ses responsabilités, mais ça n'enlèvera pas, je pense malheureusement, la détermination de quelques-uns, parce qu'encore une fois, je regrette dans ce projet, comme ça a été le cas pour
rapport Sivins, que la démocratie participative et que des alternatives n'aient pas été étudiées. Mais tout ça, ça fait partie de la planification du XXe siècle qui perdure dans le XXIe siècle. Quand nous aurons bétonné tous les hectares de terres agricoles en France, peut-être que chacun se réveillera, se diront « Merde, on a vraiment commis une connerie. La disparition des terres agricoles et des zones humides, visiblement, n'affecte plus personne. Ce sujet n'est pas encore inscrit dans notre culture. J'espère que dans les prochains mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, l'enjeu écologique, pas d'une manière dogmatique, pas d'une manière caricaturale, refasse surface pour que chacun comprenne que c'est pas un enjeu optionnel, que ça conditionne notre avenir, notre liberté, notre économie. Les engagements de la COP ne nous permettent pas de continuer un modèle économique à l'identique. Il va falloir faire des choix, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était un cas d'école de ce à quoi il va falloir renoncer à l'avenir. Sinon, les mots n'ont plus de sens et les objectifs n'ont plus de sens. Mais si qui que ce soit veut se prétendre dans la modernité, se prétendre comme étant un acteur du XXIe siècle, ignorer ces paramètres qui sont les paramètres essentiels et cruciaux du XXIe siècle, eh bien, ça n'est pas faire démonstration de modernité.